Ok. Je sais pas si ça marche. Ouais, là ça a l'air de marcher. Mais il n'y a que ce truc qui est éteint. Ah non, ça allume. Ok. Alors. C'est parti. Tissu conjonctif. Lâche. Ici, on est toujours dans le tissu conjonctif proprement dit. C'est bon? C'est parti. Tissu conjonctif lâche. Donc, tissu conjonctif proprement dit lâche, si on veut être complet. On a vu qu'on a parlé de l'aréolaire. Donc l'aréolaire, on a surtout distingué le adipeux et aréolaire. Adipeux, c'était tout ce qui était zone de réserve de graisse. Et aréolaire, c'est le reste, j'ai envie de vous dire. Et donc c'est là où on va se retrouver avec des cellules qui ne sont pas collées les unes aux autres, du liquide extracellulaire présent, des fibres présentes, des protéoglycanes présentes et des cellules plasmocytes, mastocytes, donc des cellules du système immunitaire, des globules blancs qui sont là en veille au cas où votre système se fait attaquer. Donc on va avoir principalement présence de plasmocytes, donc, qui sont des lymphocytes B. Les plasmocytes, c'est les lymphocytes B capables de produire des anticorps. On verra ça plus loin dans le chapitre sur l'immunité. Des mastocytes présents en grand nombre dans les tissus conjonctifs. Ils sont riches en granules et ils vont avoir une réaction de dégranulation. Et on verra que, justement, on va parler des réactions immunitaires et on verra comment est-ce que ces granulocytes, mastocytes, c'est des granulocytes, contiennent des granules et vont dégranuler. Dégranuler, ça veut dire que ce sont des cellules ici, par exemple, si on prend celle-ci, en mastocytes, qui contiennent une substance en grande quantité, qui sont ces fameuses granules. Et en fait, si elles dégranulent, elles vont libérer les granules ici. Et si elles libèrent les granules ici, vous devinez assez facilement que ça va se transformer, ça correspond à un message. Elles vont faire sortir une substance qu'elles ont fabriquée. Et cette substance, eh bien, ça va envoyer un message aux cellules du tissu conjonctif. Okay, donc on va avoir d'un côté, en veille, des plasmocytes, donc des lymphocytes B. On va avoir des mastocytes qui, dans certains cas, peuvent dégranuler et envoyer un message à mes cellules du tissu conjonctif. Et c'est principalement des messages allergiques. Okay, c'est ce qui va créer une réaction inflammatoire. C'est ce qui va donner une chaîne de réaction et qui va donner une réaction inflammatoire. Et on va avoir d'autres globules blancs. Les globules blancs, comment est-ce qu'ils arrivent là? Donc tout ça, mastocytes, macrophages. Comment est-ce qu'ils vont arriver là? Ils vont arriver là par diapédèse. Et là, on ne voit pas bien le schéma. Je vais diminuer la luminosité. Luminosité. C'était dans le menu là. C'était ça, le menu? Volume, non? Tac. Et l'image apparaît. Comme ça, c'est mieux. Et donc la diapédèse, c'est quoi?
La diapédèse, c'est quoi? Eh bien, c'est justement cette capacité. Ici, on est dans les vaisseaux sanguins. On voit que ça, c'est des globules rouges. Hein. Donc, on est dans le vaisseau sanguin. On voit que ce vaisseau sanguin, il est... Ça, c'est un tissu. C'est quel type de tissu, ça? Cubique. Donc, c'est de l'épithélium. Hein. Donc, épithélial et cubique, je suis d'accord avec toi. Et donc, ici, on va avoir un tissu épithélial qui recouvre et qui crée, en fait, le vaisseau sanguin. Hein. Et ici, du tissu conjonctif. Bon, il est quand même un peu trop serré pour du tissu conjonctif, mais ici, on a du tissu conjonctif. Qu'est-ce qui va se passer ici au niveau de mes globules blancs? Mes globules blancs, ils vont traverser, ils vont réussir à s'insérer entre deux cellules du tissu épithélial pour réapparaître de l'autre côté. Donc vraiment, ils se déforment, ils passent entre deux éléments et puis hop, ils se reforment de l'autre côté. C'est particulier puisqu'on a vu que le tissu épithélial, normalement, c'est un tissu qui a des jonctions hyper serrées et qu'on ne sait pas passer entre les deux. Et donc, le tissu épithélial des vaisseaux sanguins, il a une particularité, c'est qu'il reçoit un signal des globules blancs et qui permet cette diapédèse. Le globule blanc, en gros, communique avec les cellules du tissu épithélial pour être autorisé à passer. Du coup, ces globules blancs, ils sont dans la circulation sanguine et puis ils vont sortir de la circulation sanguine et aller se cacher, enfin, en tout cas se positionner dans le tissu conjonctif. Ça va? Et donc la diapédèse, mot que vous devez connaître, la diapédèse, c'est le passage des globules blancs du sang dans les vaisseaux sanguins vers le tissu conjonctif et donc qui traverse l'épithélium des vaisseaux sanguins. C'est ça la diapédèse. Une fois qu'ils sont sortis, on vous donne différents exemples. Celui-ci, par exemple, il dégranule, si vous regardez. Il libère tous des petits points, là, tous les petits granules bleus. Donc là, lui, il dégranule. Ça, c'est un des rôles des globules blancs. Et ici, on a un autre type de globule blanc qui, lui, va faire de la phagocytose. Donc lui, les trucs rouges, c'est des bactéries. Il va aller manger les bactéries et les digérer. Ok, donc on va, oui. Diapédèse. La diapédèse, c'est le fait que des globules blancs vont quitter le sang pour aller vers le tissu conjonctif. Elle quitte le sang pour aller dans le tissu conjonctif en traversant l'épithélium des vaisseaux sanguins. Dans les grandes lignes, c'est ce que j'ai dit. Ok? Et donc on va avoir ces globules blancs qui traversent. On a différents types de globules blancs, on les verra après quand on parlera du sang. Et donc on a différents types de globules blancs et ces différents globules blancs, mais ils vont soit dégranuler, soit phagocyter, soit ici on est dans des plasmocytes qui vont fabriquer des anticorps. Donc on a différents types, mais on en parlera après. Ça va? Donc ça c'est pour l'aréolaire. L'aréolaire, c'est donc bien un tissu conjonctif proprement dit lâche, dans lequel on a nos fibroblastes, les cellules du tissu conjonctif, proprement dit, hein. Des fibroblastes qui fabriquent une matrice extracellulaire avec des fibres de collagène, d'élastine, de réticuline, et dans lequel on va aussi avoir d'autres cellules du système circulatoire, donc du système sanguin, principalement les globules blancs qui vont venir se mettre dans ce tissu conjonctif-là. On en reparlera après, mais donc ici, là je vous ai donné la version qui dégranule, mais je vous ai dit les globules blancs, ils vont avoir comme rôle dans ce tissu conjonctif, par exemple, la phagocytose. Hein, un de leurs rôles de ces globules blancs, c'est d'aller phagocyter dans ces tissus-là. Il y a des bactéries qui ont réussi à passer l'épithélium, par exemple, il y a eu une faille. Les bactéries ont réussi à rentrer. Eh bien, c'est pas seulement là, c'est moins marquant. Par exemple, au niveau du système respiratoire, on va avoir une bactérie qui s'attaque, qui a réussi à passer la barrière de l'épithélium et à rentrer dans le tissu conjonctif. Okay, donc on a une attaque. Eh bien, on va avoir le système circulatoire qui amène des globules blancs. Ces globules blancs quittent le système circulatoire pour aller dans le tissu conjonctif et ils vont aller phagocyter, manger, digérer toutes les bactéries qui ont réussi à passer la barrière. Ça va? Donc on va avoir ici
la phagocytose avec la formation de ce qu'on appelle les phagosomes. Et ça, on en parlera après. C'est d'autres méthodes d'échange entre le milieu extérieur et l'intérieur de la cellule. C'est pas que pour les globules blancs. Et ça marche aussi avec de la pinocytose ou de l'endocytose spécialisée. Et on verra que la pinocytose, c'est le fait d'avaler un peu de matière extracellulaire. Par exemple, quand il y a des déchets qu'on veut éliminer, on prend un peu de liquide extracellulaire et on va aller l'absorber. Ou bien au contraire, il y a certaines cellules qui vont fonctionner comme ça parce qu'elles ont besoin de quelque chose qui est à l'extérieur, mais qui est trop gros pour traverser la membrane. Et donc elles vont aller avaler une partie de la matrice extracellulaire et la faire rentrer dans la cellule. Autre possibilité, c'est de l'endocytose spécialisée. Elle ne va pas aller prendre une partie de ce qui est à l'extérieur, elle va sélectionner les éléments qu'elle veut, qui vont venir s'accrocher sur elle, et à ce moment-là, elle rentre, elle fait rentrer les éléments de l'extérieur. Mais ça, on verra après. Ça va? Ce que vous retenez, c'est surtout les globules blancs qui sont là en veille et principalement qui vont pratiquer de la phagocytose. Cette phagocytose, comment est-ce qu'elle marche? Et de nouveau, on la reverra encore après. Je suis juste accrochée dans le micro. Alors, donc, ici, on va avoir la phagocytose en différentes étapes qu'on reverra, mais ça, que vous devez connaître aussi. Donc, on est en des phagosomes. Phagosomes qui ne sont pas très bien dessinés ici, parce que normalement, il y a ce qu'on appelle des pseudopodes. Donc, comment ces globules blancs qui sont en veille dans le tissu qui fonctionne, eh bien, si jamais il y a un intrus, elles vont créer, pour être plus correct, ça devrait être comme ça. Elles vont créer des phagosomes avec ce qu'on appelle des pseudopodes. Et elles vont aller phagocyter, donc faire rentrer vers l'intérieur. Ici, formation du phagosome et du fameux lysosome qu'on a vu en bio. Vous vous souvenez, je vous ai parlé des lysosomes en vous disant, ça c'est des enzymes, donc des protéines digestives. Ces lysosomes, ils sont riches en lysozymes, ils vont fusionner avec le phagosome et ils vont libérer ces, justement, protéines digestives. Elles vont découper l'intrus, le diviser en tout petits morceaux, absorber la partie qui est recyclable, s'il y a des acides aminés ou quelque chose qui est d'intéressant, elle va absorber ces éléments-là et elle va rejeter par exocytose les déchets. Ça, c'est les phagosomes qui sont dans le tissu conjonctif et qui sont en alerte au cas où. C'est un des rôles principaux, c'est justement cette phagocytose, ce nettoyage des intrus dans le tissu conjonctif. Ça va? Je vous ai parlé du nettoyage des déchets, là c'est plutôt les globules blancs qui seraient morts. À force de faire ça, à un moment, le globule blanc il meurt. Il dégomme plein de bactéries et tout ça, puis à un moment il n'en peut plus et donc il finit par mourir. Et là, je vous ai dit, c'est le système lymphatique qui vient nettoyer tout ça, toutes les cellules mortes, les déchets et tout ça. Mais dans le vivant, toutes les cellules vivantes, tous les éléments, les organismes vivants qui arrivent à rentrer, et bien eux, ils sont digérés par vos globules blancs qui sont dans ce tissu conjonctif. Proprement dit, lâche aréolaire. Bon, le mot complet. Ok? Ça, vous devez connaître. La phagocytose avec l'exocytose et les lysosomes qui vont aller fusionner. Ça, de nouveau, c'était une question d'examen il y a 2 ans. C'est quelque chose d'important. On va revenir dessus encore. Et donc, on va arriver à l'autre tissu conjonctif lâche. Donc, tissu conjonctif proprement dit lâche, mais cette fois-ci adipeux. Et lui, ça, il est caractérisé par sa richesse en cellules adipeuses, qu'on appelle les adipocytes. Donc, c'est plus vraiment ce cas de figure-ci, on est plutôt dans ce cas de figure-ci, avec beaucoup de cellules de réserve de graisse. Et donc, on va avoir des adipocytes qui sont des cellules spécialisées dans la synthèse et le stockage des graisses sous forme de triglycérides. On a déjà vu en vidéo ce que c'était que les triglycérides. C'était d'ailleurs c'était simple ou complexe, les triglycérides? Simple. Phospholipides c'était complexe et les triglycérides c'était simple. Donc, ils relâchent le glycérol et les acides gras s'il n'y a plus d'absorption intestinale. On va avoir différents types de
réserve d'adipocytes, les adipocytes blancs ou les adipocytes bruns. Rien à voir avec les pigmentations. Les adipocytes bruns, eux, ils ont donc si vous voulez, une sorte de réserve de graisse qui est plutôt colorée, c'est ça qu'on les appelle adipocytes bruns, et ils ont surtout un rôle dans le maintien de la température. On voit que les populations qui habitent au niveau du pôle Nord, par exemple, elles fabriquent beaucoup d'adipocytes bruns. Elle a un rôle de maintien de la température. Okay, donc ce n'est pas un réserve d'énergie, c'est plutôt maintien de la température. C'est comme tous les animaux qui sont, genre le phoque, par exemple, qui va faire plein de réserves de graisse, c'est principalement pour maintenir sa température. C'est pas spécialement une réserve d'énergie, c'est surtout pour maintenir sa température et résister au froid. Et donc ça, c'est plutôt les adipocytes bruns. Sinon les adipocytes blancs, eux, c'est vraiment des réserves de graisse. Okay, donc les adipocytes, il y a ceux qui protègent du froid et ceux qui sont plutôt des réserves de graisse. Ceux qui protègent du froid, je vous dis, c'est plutôt pour vraiment les vivants, donc que ce soit les animaux ou les hommes qui habitent dans les zones, dans les régions ultra froides. Alors la synthèse des graisses se fait dans le cytosol et la dégradation, ainsi que la dégradation. J'ai mis ça? Les acides gras se fait dans la mitochondrie. Et donc, la dégradation des acides gras dans la mitochondrie, ça c'est dans le cadre où on est dans une réserve de graisse. Vous vous souvenez, on avait dit, premièrement on prend du sucre, s'il n'y a pas de sucre, deuxième option, on prend du gras. Okay, et donc ça rentre bien dans le cycle de Krebs et la phosphorylation oxydative qu'on a vu au niveau de la mitochondrie avec les ressources d'énergie. Okay, donc la gouttelette, elle se fait dans le cytoplasme, mais par contre après, quand elle doit être utilisée, ça passe au niveau de la mitochondrie. Alors, ces adipocytes vont sécréter des hormones qui vont réguler l'appétit, et donc eux-mêmes, ils ne font pas que faire des réserves de graisse, ils vont aussi sécréter d'autres substances. Ces substances, ce sont des hormones. Les hormones, c'est souvent soit des stéroïdes, soit, ici en l'occurrence, ce sera probablement des stéroïdes, hein. Vous vous souvenez des cholestérols là qui donnaient des hormones. Et donc on va avoir ici des hormones qui vont être dégagées. Ces hormones, elles vont être aussi transmises par le sang. Elles vont envoyer une information en disant c'est bon, on est saturé, on n'a plus faim. C'est ça qui donne le sentiment de satiété. C'est quand les réserves sont pleines. Le nombre d'adipocytes, il augmente jusqu'à l'adolescence. Et puis après, il devient constant. En cas de prise de poids, les adipocytes vont d'abord prendre du volume avant de se multiplier. Si la prise de poids est vraiment importante, à ce moment-là, on va avoir un nombre d'adipocytes qui va... Donc, dans un premier temps, on va avoir un certain nombre d'adipocytes. Tu prends du poids, il gonfle. Tu prends vraiment beaucoup de poids, il y a un moment où tu vas avoir plus d'adipocytes. Par contre, ceux qui sont là, ils restent là. Si tu en as 60 000, ils vont rester. C'est pas le bon chiffre. Si tu en as 60 000, tu vas regarder 60 000. Ils ne vont pas diminuer. Raison pour laquelle les personnes qui ont vraiment été en surpoids, elles vont avoir toute leur vie tendance à reprendre beaucoup plus facilement du poids, tout simplement parce qu'en fait, les adipocytes, ils sont là. Ils ont beau être vides, ils sont là, et donc pour les remplir, c'est plus facile. Que quelqu'un qui a un stock d'adipocytes au lieu de 60 000, il en aurait par exemple 40 000. S'il a 40 000 adipocytes, ben, une fois qu'ils sont remplis, il faut vraiment aller dans un excès pour en fabriquer des nouveaux. Donc son corps a plutôt tendance à s'arrêter à 40 000. Alors que la personne qui a 60 000, eh ben, quand les 40 000 sont pleins, il peut directement enchaîner sur les 20 000 suivants. Donc c'est pour ça que les personnes, et là on parle vraiment, vraiment des personnes qui ont un problème d'obésité, hein, donc de surpoids majeur, en l'occurrence il y a personne ici qui est dans ce cas-là, mais donc quand il y a vraiment un surpoids majeur au niveau de l'adolescence, ça crée des réels problèmes par la suite, puisque ces personnes-là, elles ont beau faire des régimes drastiques, au moindre écart, ça remonte beaucoup plus facilement. Alors que quelqu'un qui a un nombre d'adipocytes relativement faible, quelque part, il peut se permettre, on va dire, disons, plus d'écart, le stock ne va pas directement et aussi facilement se remplir. Donc ça, c'est une caractéristique qui est vraiment particulière aux adipocytes, c'est que ce nombre de cellules ne diminue pas. Elles se renouvellent, mais le nombre de cellules ne diminue pas. Sinon, toutes les autres cellules, on a vu qu'elles se renouvelaient. On a vu que les seules cellules qui ne se renouvelaient pas, c'était les cellules nerveuses. Elles sont là, quand elles meurent, c'est fini. Les adipocytes, ils se renouvellent, mais par contre, leur nombre dépend du nombre maximum que tu as eu. Ça ne redescend pas. Et ça, c'est donc bien dans le tissu conjonctif, proprement dit, l'âge adipeux. Donc, je vous parlais des organes des zones de remplissage. Vous comprenez qu'à certains endroits, ce
qui est vraiment important, c'est la défense. On va avoir du coup plutôt du tissu conjonctif aréolaire, riche en globules blancs. Et il y a d'autres endroits où c'est pas vraiment une zone de défense, mais c'est plutôt des zones de réserve. Et à ce moment-là, on aura plutôt du tissu conjonctif adipeux. Et je vous ai dit, les tissus conjonctifs adipeux, ils ne sont pas au même endroit chez les hommes et chez les femmes. Ils ne sont pas localisés au même endroit. La ceinture abdominale pour les hommes, et les hanches, par exemple, plutôt pour les femmes. Il n'y a pas que, mais... Donc ça va être situé à ces réserves, donc ces tissus adipeux, ils vont se localiser à des endroits différents. Ok ? Et d'ailleurs, important, si on parle de graisse, les graisses abdominales, c'est les plus dangereuses, hein, qui donnent le plus haut risque d'infarctus et ce genre de choses-là. Les graisses abdominales, c'est donc toutes celles qui ne sont pas, c'est pas le bourrelet, c'est la graisse qui est vraiment au niveau des organes. Donc c'est vraiment le tissu de remplissage, ce qui veut dire que vos organes, quelque part, sont entourés de gras. C'est ces graisses-là qui sont les plus dangereuses au niveau de la santé. C'est les graisses abdominales. C'est pas le bourrelet en tant que tel, on va dire, si vous voulez. C'est vraiment ce qui va être interstitiel de vos organes, c'est la partie remplissage. Alors, focalisons-nous un tout petit peu quand même sur ces fibroblastes. Fibroblastes, c'est les cellules qui caractérisent le tissu conjonctif, proprement dit. Ça marche? Fibroblaste. C'est une cellule assez peu différenciée, qui est donc le précurseur du tissu conjonctif. Au cours du développement embryonnaire, les fibroblastes dérivent de cellules du mésenchyme. C'est toujours ce qu'on a dit, hein. Mésenchyme qui va donner les fibroblastes, chondroblastes, ostéoblastes et cellules sanguines. Donc elles sont toutes issues de la même cellule souche qui est donc ce mésenchyme. Les fibroblastes, ils sont présents dans le derme. Alors le derme, c'est la peau en tant que telle. Et donc ça c'est important, l'épithélium c'est que la partie superficielle. Le derme c'est la peau qu'on a partout à l'extérieur. C'est vraiment ça le derme. Et le derme il est composé de tissu épithélial, et en dessous de tissu conjonctif. Hein, le derme c'est pas juste une couche de cellules, hein, ça serait pas assez, ça serait une défense qui serait beaucoup trop faible. Hein. Où ils produisent les composants de la matrice extracellulaire, comme les fibres de collagène et d'élastine. Le collagène et l'élastine contribuent à la souplesse et à la résistance de la peau. Voilà, ça c'est un bon exemple. Là, c'est un type de tissu conjonctif qui va avoir du collagène et de l'élastine. Pas trop de collagène, parce que l'idée c'est qu'on reste quand même le plus souple possible. Et l'élastine, bah, l'idée c'est qu'effectivement, quand on tire, notre peau elle est censée revenir à sa position de départ. Les fibroblastes, je vais y arriver, sécrètent aussi les facteurs de croissance et la substance fondamentale qui contient les glycosaminoglycanes, okay, GAG, on les appellera comme ça. Par exemple, l'acide hyaluronique. Et ça, je vous en ai déjà parlé aussi. L'acide hyaluronique, c'est ce que je disais, ce qu'il y a dans les pubs. Si vous regardez les pubs pour les crèmes anti-rides, ils vous parlent toujours de riche en acide hyaluronique. Et je vous ai dit, l'acide hyaluronique, c'est une substance qui va attirer l'eau. L'acide hyaluronique, en fait, c'est lui qui va permettre d'augmenter le stockage de l'eau. Okay, et tout simplement, bah, l'idée, soi-disant, des peaux jeunes et fermes, c'est des peaux bien hydratées. Et donc, si tu mets plus d'acide hyaluronique, ça veut dire que dans ta substance fondamentale, tu auras une substance fondamentale qui sera plus riche en eau. Okay, plus riche en eau, ça veut dire plus gonflé, ça veut dire moins de rides. C'est ça que ça veut dire. Et donc, ici, quand on vous parle, c'est une bonne manière de réviser, hein, c'est des mots, je vous assure que dans les pubs, on les entend tout le temps dans ce truc-là. Acide hyaluronique, ça vient tout le temps. Et collagène. Riche en collagène et en acide hyaluronique, vous verrez, si vous regardez la télé, vous verrez plein de pubs avec ça. Et donc l'idée, c'est quoi? C'est de dire, tous ces éléments, c'est soi-disant des éléments anti-vieillissement, mais c'est tout simplement parce que la peau, elle est constituée de cellules de revêtement, hein, et en dessous, de cellules de tissu conjonctif. Si maintenant le tissu conjonctif il se vide de son eau, ben, le tissu il va juste s'affaisser, ça va créer des rides, c'est ça le principe. Hein. Si le tissu il reste bien élastique, bien riche en eau, avec une texture qui est une texture jeune, on va dire,
et bien du coup tout. Ici, la partie extérieure va rester bien tendue et bien niquée. C'est ça l'idée. Et donc ici, dans la matrice extracellulaire, vous allez avoir vos fibres, mais aussi, on a vu des protéoglycanes, donc des protéines et des sucres, et dont des substances comme l'acide hyaluronique qui ont pour rôle, eux, de maintenir l'eau. Ça va, de maintenir cette zone un peu riche en eau, un peu gélatineuse, quoi. Je ne vais pas revenir tout cela, mais l'acide hyaluronique, vous devez connaître. Les fibroblastes ils communiquent avec les éléments de la matrice extracellulaire grâce à ces récepteurs, les intégrines. Et donc l'idée, c'est de comprendre qu'il va y avoir effectivement des récepteurs. Je vous ai dit, les fibroblastes, ils communiquent les uns avec les autres, ils communiquent avec le milieu extérieur. Et donc ces récepteurs de communication, ils se retrouvent ici, au niveau de la membrane. Et ici, on vous dit, en l'occurrence, qu'on va avoir des récepteurs qui s'appellent les intégrines. Mais donc, c'est bien un message qui est envoyé dans la matrice extracellulaire et la cellule qui reçoit ce message de la matrice extracellulaire. Ça va? Vous voyez un peu le topo? Donc les fibroblastes, ce sont ces fameuses cellules. Elles n'ont pas du tout cette forme-là en réalité. Vous verrez qu'elles ont une forme un peu plus bizarre. On le verra juste après dans le schéma. Et donc c'est elles qui vont enrichir la matrice extracellulaire en toutes les substances qu'il faut, que ce soit les fibres, que ce soit les protéoglycanes qui peuvent maintenir le milieu extérieur riche en eau. Principalement ça qu'on retient. Et elles communiquent entre elles par les intégrines. Donc il y a un rôle important dans ce que je vous disais, le vieillissement de la peau et la cicatrisation. Donc premièrement dans le vieillissement de la peau, tout simplement parce que quand les fibroblastes vieillissent, ils jouent moins bien leur rôle, ils fabriquent moins de collagène, ils fabriquent moins de fibres, ils fabriquent moins de protéoglycanes et donc il y a une moins bonne réserve en eau. Okay, c'est ce qui va faire vieillir l'épiderme, c'est le fait qu'elle ne fonctionne plus aussi bien qu'au départ. Et c'est lié principalement à un ralentissement du renouvellement cellulaire. Normalement, les cellules vont se renouveler à bonne fréquence et avec le vieillissement, elles vont fonctionner moins bien, mais surtout elles vont se renouveler moins vite et donc on aura des cellules vieillissantes. Donc le nombre de fibroblastes va donc petit à petit diminuer puisqu'il n'y a pas de renouvellement. Et donc du coup, le rapport entre les différentes fibres de collagène va changer. Donc la texture va changer. Et la texture de la peau, d'ailleurs, elle change avec l'âge. Et on va avoir une peau qui est souvent beaucoup plus fine. Donc les personnes, si vous regardez dans un haut, les personnes âgées, vraiment âgées, elles ont, on dirait que la peau c'est un peu du papier de verre, quoi. On voit tout à travers. On voit tous les vaisseaux sanguins, on voit les veines à travers et ça a l'air vraiment comme un papier transparent. Mais c'est lié justement à la perte. Donc elles vont garder la partie externe. Mais ici, on va avoir le tissu conjonctif qui va s'affiner dans le derme. Donc la partie conjonctive s'affine de plus en plus, et donc on va pratiquement voir à travers la peau et on va directement tous les vaisseaux sanguins et tout ça. Ça s'appauvrit tout ce qu'il y a en dessous. Qu'est-ce qu'on va retenir aussi? Justement là, la peau s'amincit, c'est ce qui est indiqué. Les fibroblastes interviennent aussi dans la cicatrisation des plaies. Lors d'une blessure, ils prolifèrent, produisent des facteurs de croissance et de la matrice extracellulaire riche en collagène pour former un tissu de cicatrisation. Et donc, ces tissus-là, justement, il va créer des fibres, et c'est ce que je vous disais, on verra deux choses. La cicatrisation, elle enclenche une réaction du tissu conjonctif, puisqu'il est coupé, mais aussi une réaction au niveau des vaisseaux sanguins. Les vaisseaux sanguins qui sont atteints, il faut colmater le truc, sinon vous allez vous vider de votre sang. D'accord? Donc il va y avoir deux éléments, et l'élément typique de colmatage, c'est la fibre. Donc on verra que le sang, il a peu de fibres, sauf justement quand il doit colmater. S'il y a un trou, là du coup il fabrique des fibres pour boucher le trou. Et le tissu conjonctif, lui aussi, il va fabriquer des fibres pour protéger le tissu conjonctif du milieu extérieur. Puisque s'il y a une entaille, eh bien c'est ici. L'épithélium est entaillé et donc on rentre, on est directement dans le tissu conjonctif. Donc pour protéger le tissu conjonctif, il va faire une couche de fibres. Okay, c'est ce qu'on verra, la fibrine, c'est le truc un peu blanc. Pas la partie infectieuse. Le pus, si vous avez une entaille, le truc un peu purulent dégueulasse, ça c'est des globules blancs. C'est les globules blancs de votre tissu conjonctif qui sont en train de bouffer toutes les bactéries qui essayent de rentrer par le trou. Et donc elles vont
ces globules blancs ils vont eux-mêmes mourir et en mourant, ben, ils vont créer justement ce pus. Donc c'est eux qui tentent de combattre, mais on voit qu'il y a un problème d'infection. Hein, le corps essaie de combattre, mais c'est remarquable, quoi. Par contre, la fibrine, c'est une couche qui va être aussi assez blanche. C'est avant. C'est les croûtes que vous avez sur une blessure, par exemple, quand c'est pas rouge de sang, mais c'est plutôt blanc, jaune, comme ça je t'avais expliqué. Mais c'est sec, ça se rigidifie. Et ben ça c'est de la fibrine. Donc ça de nouveau, ça c'est la fibrine, c'est des fibres ici que vos tissus sanguins et conjonctifs vont fabriquer pour essayer de colmater, de barricader le milieu extérieur avec le milieu intérieur, pour éviter justement l'entrée de toutes ces bactéries dans le tissu conjonctif. On verra ça encore par la suite. Et ici, on clôture par ça, un résumé du tissu conjonctif, et je vous demande de faire ce schéma-là. À nouveau, ce schéma-là. S'il n'est pas dans les tests formatifs, il est dans le test... Vous nous demandez de dessiner ça? Ouais, et chaque année, je le demande. Soit en formatif, soit en certificatif, mais chaque année, ce schéma, il sort. Vous devez être capable de déterminer les différents éléments. Vous voyez que les fibroblastes, là, je disais, c'est pas rond, c'est pas comme ça. Tout simplement parce que ça fabrique des fibres. Okay, donc on va avoir mon fibroblaste qui va fabriquer ces différentes fibres de collagène en l'occurrence ici. De nouveau, vous n'écrivez pas dans le schéma. Hein. Donc on va avoir des fibres de collagène. Dans mon tissu, donc on est bien dans un tissu conjonctif avec mes fibroblastes. On va aussi avoir, on a dit, des adipocytes qui font leurs gouttelettes de graisse. Ça c'est le noyau. Donc ici on a une goutte de graisse. Le tissu conjonctif, il est traversé par des vaisseaux sanguins. On voit ici qu'on a aussi, on n'a pas que des fibres de collagène, on a aussi des fibres d'élastine qui sont fabriquées. La réticuline, ils ne l'ont pas fait. Si, c'est le bleu, je pense, qu'ils ont voulu faire. Vous allez avoir les plasmocytes, qui sont mes lymphocytes B. Ici, les mastocytes ou les granulocytes, vous voyez les petites boules qu'il y a dedans. Hein. Donc ça, c'est mes mastocytes. Ça, c'est des phagosomes, donc ceux qui vont aller phagocyter. Ceux qui vont, des globules blancs qui vont aller faire de la phagocytose. Oh, je commence à fatiguer, non? Et ici, vous avez le fameux tissu vaisseau. Le vaisseau lymphatique, donc on a les vaisseaux sanguins ici qui amènent les nutriments et qui amènent aussi l'oxygène, qui repartent avec le CO2. Et je vous ai dit les déchets pour nettoyer justement tout ce qui entoure ici en jaune clair, hein, pour nettoyer un peu tout ce tissu. On va avoir les tissus lymphatiques qui ont des encoches et qui vont pouvoir aspirer ici et évacuer les déchets et nettoyer cette substance dans laquelle flottent mes cellules. Hein. La substance fondamentale, la matrice extracellulaire, va être nettoyée. Donc la substance fondamentale, c'est ce qui est en jaune ici. Hein. Ça va être nettoyé par les vaisseaux lymphatiques et la partie liquide, une fois nettoyée, va revenir dans le sang. Ok? Faites-moi ce schéma et on s'arrête là. On met quoi comme titre? C'est quoi le titre? C'est quoi comme titre? C'est quoi le dessin là qu'on a devant nous? On a le fibroblaste. Mais donc ça représente, on trouve où le fibroblaste? Tissu conjonctif. Merci. Donc c'est bien le schéma d'un tissu conjonctif. Mais quel tissu conjonctif? Tissu conjonctif Lâche. proprement dit, lâche. Et lequel? Aréolaire ou adipeux? Non, en réalité c'est aréolaire. Hein. Aréolaire, c'est avec tous les mastocytes et tout ça. Il n'y a qu'un adipocyte. Donc c'est pas adipeux. Adipeux, il y en aurait beaucoup plus. Ok? Donc c'est un tissu conjonctif proprement dit, lâche, aréolaire. Dans les titres. À nouveau, vous mettez le titre, vous faites le schéma au crayon, et alors de nouveau, vous mettez toutes les coordonnées ici. Hein. Adipocyte, pas dans l'adipocyte. Hein. Vous mettez ici adipocyte, fibroblaste, collagène, fibre de collagène, hein, c'est encore mieux.